Est-ce que je vous ai manqué? En tout cas, vous m'avez manqué. Dans mon dernier message, je vous ai promis une histoire vraie qui vous donnera des frissons et je pense que je vais être à la hauteur de ma promesse. J'ai voulu un petit peu coller au thème de la Saint-Valentin, mais la relation au thème est vraiment plus que subtile. Ou je dirais en fait que non, il n'y a aucune relation avec la Saint-Valentin, ok? C'est juste une histoire que j'ai vraiment adorée et que j'ai voulu vous la partager. Du coup, c'est ça, l'histoire d'aujourd'hui est effrayante, assurément vraie et a même inspiré plusieurs films. Alors, si votre trip est de connaître de nouvelles histoires horrifiques, mystérieuses et surtout incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis beaucoup sur le sujet et je vous partage les pépites que je découvre, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Croyez-moi, ça me fait hyper plaisir de voir que mon contenu plaît et de lire vos commentaires, et en même temps ça me permet de trouver une petite place au soleil dans le référencement de YouTube. Ah oui, j'allais oublier, restez jusqu'à la fin parce que j'ai prévu de vous raconter un truc flippant qui m'est arrivé et vous allez définitivement mourir de rire. Comme ça, je suis sûre de vous laisser partir sur un ton léger et moins angoissant. Bon, allons-y maintenant. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Notre histoire se situe à Darwin, la capitale des territoires du Nord, en Australie. Cette région est connue aussi sous le nom de Top End parce qu'elle se trouve au sommet nord du continent australien. C'est une région immense mais très peu peuplée à cause de son environnement qui est réputé dangereux et hostile. En somme, il y fait incroyablement chaud à l'année, la météo est vraiment imprévisible et les animaux qui y vivent ont une fâcheuse tendance à vouloir t'assassiner. Tout simplement. Brett, Sean et Ashley, âgés de 22 et 19 ans, sont trois amis d'enfance qui ont toujours vécu à Darwin. Le dimanche du 21 décembre 2023, ils avaient prévu, un peu comme à leur habitude, de faire du quad. Et pour ça, ils ont leur spot, un endroit isolé, une étendue de plaine salée et plate, idéale pour les courses de quad. Et cette étendue se trouve à environ 80 km au sud-ouest de Darwin. Donc, ils ont mis leur quad sur leur trailer, qui lui était attaché à leur camion, et vers 11h40, ils ont quitté leur maison pour rejoindre leur champ de course improvisé. Leur trajet d'une heure les faisait passer d'abord par des pistes de gravier sinueuses et poussiéreuses, jonchées de palmiers pandanus, d'eucalyptus, de mangroves et de monticules géantes de termites. Ensuite, ils passaient devant le parc de loisirs Tumbling Waters, et une fois ce parc dépassé, ils se retrouvaient dans l'outback australien avec zéro civilisation sur des kilomètres. Pour que vous puissiez visualiser à quel point leur spot était isolé, dites-vous que les trois amis ont conduit encore 30 minutes après avoir dépassé le parc, au point où la végétation et les arbres étaient tellement denses qu'ils s'enchevêtraient au-dessus du sentier de manière à créer une sorte de tunnel naturel. Pour tous ceux qui connaissent la région, incluant nos trois amis, ce tunnel d'arbres signifie qu'il n'était plus loin de la rivière Finis, qui était juste après ces arbres. La rivière Finis traverse le Top End d'est en ouest sur environ 48 km. Mais elle est surtout connue pour ses eaux particulièrement troubles et noires. Pour vous donner une idée, dites-vous qu'il est impossible de voir plus que 5 cm devant soi sous l'eau. Brett, Ashley et Sean ont conduit jusqu'à ce que la route émerge sur une vaste plaine salée sur leur gauche. Ces plaines isolées se situaient au sud-ouest de Kangaroo Flats, en bordure du parc national de Litchfield. Ils ont alors stationné leur camion dans la partie encore dense de la route, ou de la forêt,
ont débarqué leur matériel et leurs 3 quads et se sont mis à rouler vers les plaines qui étaient particulièrement boueuses car il avait pas mal plu les jours qui avaient précédé. Donc, le trio a passé une journée mémorable. Ils se sont défoulés comme jamais à bord de leur quad. Ils ont battu des records de vitesse et se sont amusés à s'entre-éclabousser debout. Vers 16h30, ils se sont dit qu'il serait peut-être temps de se préparer à rentrer. Ils ont alors conduit leur quad jusqu'au camion, les ont remontés et sécurisés sur le trailer, et ils étaient sur le point d'embarquer dans le camion pour rentrer, quand l'un d'entre eux a suggéré de descendre à la rivière pour laver leurs affaires et se laver eux-mêmes avant de rembarquer dans la voiture, vu qu'ils étaient tout couverts de boue, vu qu'ils s'étaient amusés à s'éclabousser debout toute la journée, quoi. Je dois quand même vous préciser quelque chose et vous dire que dans les top end, l'endroit où tu veux le moins t'éterniser est définitivement l'eau. Puisque si ce n'est pas clairement mentionné que tu peux nager dans l'eau, tu assumes qu'il y a au moins un animal dans cette eau qui est capable de t'envoyer dans l'au-delà. Rien que ça. Et cette zone de la rivière Finis où les 3 amis voulaient se baigner était définitivement un de ces endroits. Un des endroits où il n'y avait aucune mention claire assurant la sécurité de la baignade. Alors, pourquoi ils y sont allés, vous me direz? Eh bien, c'est simple. Dites-vous aussi qu'ils ont grandi dans cette région. Ce n'était pas leur première fois dans les plaines, ni leur première baignade dans cette rivière. De plus, Sean et sa famille avaient l'habitude de camper sur les rives de la rivière et de s'y baigner depuis qu'il était enfant. Donc, durant toutes ces fois où ils étaient venus, jamais rien ne s'est produit qui pourrait les alerter par rapport à un danger potentiel dans la rivière. Du coup, ils ont refermé leur camion et se sont dirigés vers la rivière. Normalement, ils avaient l'habitude de marcher une dizaine de minutes à travers la mangrove pour se retrouver sur les berges de la rivière. Mais cette fois, ils avaient à peine fait 1 minute de marche qu'ils avaient déjà les pieds dans l'eau. Ce n'était que quelques centimètres d'eau, mais c'était clair pour le trio que la rivière a inondé la mangrove suite aux pluies récentes. Ce qui est fou, par contre, c'est qu'au lieu de rebrousser chemin, ils se sont dit que ce n'était pas grave et ont continué à avancer vers le lit de la rivière jusqu'à ce que la mangrove se dissipe. Là, ils ont ralenti pour éviter de tomber dans la rivière car en temps normal, lorsque la rivière n'est pas débordée, il suffisait que tu t'approches trop de la rive pour glisser et tomber dans des eaux très, très profondes. Du coup, il était normal qu'ils ralentissent puisqu'avec toute cette eau noire qui inondait le sol, il leur était impossible de déterminer où était exactement cette fichue rive. Malgré ça, l'un d'entre eux a glissé et a failli se retrouver dans l'eau, mais heureusement, il a réussi à s'accrocher à temps aux racines d'un arbre et à remonter. Ses 2 amis l'ont alors rejoint et malgré le fait qu'ils ont remarqué que les eaux étaient plus vives que d'habitude à cause des pluies, ils ont eu la génialissime idée de s'accrocher aux racines de la mangrove pour descendre se laver vite fait sans lâcher prise, puis remonter. Selon eux, c'était une affaire dans la poche. Vite fait, bien fait, 0 danger. Ben voyons. Cette idée a bien sûr été appliquée et tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'ils décident de remonter. Là, pour une raison ou une autre, Brett a perdu son équilibre et a lâché la racine à laquelle il était accroché. En une fraction de seconde, il a glissé sur le bord de la rive et s'est trouvé entièrement submergé d'eau, avec un courant qui l'emportait loin de ses amis et des berges. Sean et Ashley, qui avaient leur dos vers l'eau, ont entendu les cris de Brett. Ils se sont retournés pour voir leur ami et ils l'ont vu emporté par le courant. À ce stade, ils ne savaient pas si Brett avait perdu pied ou si le courant était fort. Tout ce qu'ils savaient était qu'il fallait l'aider. Du coup, instinctivement, avec Ashley, ils ont sauté dans l'eau pour essayer de rejoindre Brett et l'aider à nager jusqu'aux rives. À ce stade, ni Sean ni Ashley n'étaient vraiment paniqués. Après tout, ils étaient de bons nageurs, connaissaient cette rivière et avaient l'habitude de s'y baigner. Ils s'étaient dit qu'au pire, ils seraient emportés par le courant, sortiraient quelques kilomètres plus loin et ça leur ferait une bonne petite marche supplémentaire jusqu'à leur camion. Donc, vous l'aurez compris, ils prenaient toute cette situation d'une manière vraiment chill et no stress. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas du tout hésité à plonger dans l'eau. Sauf que, une fois dans l'eau, ils ont senti que le courant était vraiment plus fort que prévu et un léger vent d'inquiétude a commencé à les submerger. Pour eux, ce n'est pas grave, c'est toujours gérable, mais ce n'est plus amusant par contre.
Ils ont nagé activement en suivant le courant et ont réussi à rattraper Brett après environ 300 mètres de nage. Leur plan était de rejoindre Brett et de sortir de l'eau tous les trois le plus rapidement possible. Une fois qu'ils ont atteint Brett, ils l'ont dépassé, c'est-à-dire qu'ils se sont mis juste devant lui et ont arrêté de nager pour se laisser emporter par le courant. Ils ont vérifié que tout le monde allait bien, puis se sont mis à chercher une voie de sortie. Sean se rappelle qu'ils étaient tous à portée de bras l'un de l'autre. Lui à l'avant, suivi d'Ashley, puis de Brett. À mesure qu'ils étaient emportés par le courant, ils essayaient d'attraper des racines d'arbres pour s'ancrer et pouvoir sortir. Dites-vous qu'à ce point, ils n'étaient plus du tout sereins, mais ils étaient sûrs de pouvoir s'en sortir quand même. Alors qu'ils étaient toujours à la recherche d'une racine solide ou d'une berge, le courant les avait déjà emportés sur presque 1 kilomètre. Sean avait les yeux rivés sur les rivages, cherchant un endroit proche où il pouvait nager pour quitter en fait ce courant, lorsqu'Ashley s'est mise à crier « Croc, Croc, je ne plaisante pas, il y a un putain de crocodile, dirigez-vous vers un arbre, sortez de l'eau !» À ce moment, Sean a été pris de panique, il ne s'est même pas retourné pour voir le crocodile, il a juste nagé aussi rapidement que possible vers l'arbre le plus proche. Et l'arbre le plus proche était un arbre qui semblait avoir poussé au beau milieu de la rivière. Il s'est agrippé à la première branche pour arrêter sa progression dans l'eau, puis a grimpé sur la première branche de l'arbre qui était à environ 2,5 mètres au-dessus de l'eau. Il a ensuite directement soulevé Ashley de l'eau et l'a placé sur la branche à côté de lui. Sean s'est ensuite retourné pour attraper Brett, mais Brett n'était pas là. Ils se sont mis à chercher partout dans l'eau autour de l'arbre, à crier son nom, mais rien n'y fait. Sean est même monté plus haut dans l'arbre pour avoir une vue plus globale, mais toujours rien. Ça devait bien faire 2 minutes que Ashley et Sean cherchaient Brett de leur arbre, quand Brett a remarqué quelque chose de jaune flottant sous l'eau à environ 5 mètres d'eux. Oui, j'ai bien dit sous l'eau. Là, il fait signe à Ashley de regarder avec lui, et tous les deux, ils voient cette silhouette jaune qui remontait à travers l'eau qui était complètement noire. Parce que, vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que cette rivière avait des eaux noires. Eh bien, ces eaux faisaient que Sean et Ashley n'étaient pas capables de définir cette silhouette, à moins qu'elle émerge complètement de l'eau. Et ce truc jaune a fini par complètement popper hors de l'eau, et Ashley et Sean ont vu un truc qui leur a complètement glacé le sang. C'était bien Brett qui a émergé, et le jaune qu'ils voyaient, c'était le gilet qu'il portait. Mais il n'était pas remonté tout seul. Il était pris par son épaule gauche dans la gueule d'un grand crocodile noir d'environ 4 mètres de long. Brett semblait complètement flasque. Il flottait face vers l'eau et se faisait traîner par le croco. Même s'ils n'avaient pas vu son visage, Sean et Ashley savaient pertinemment que c'était Brett grâce à son gilet. Non mais au-delà de ça, les gars, quelles étaient les chances que ce soit une autre personne? À ce stade, les vêtements, c'est juste une confirmation de la confirmation. Bref, Sean et Ashley étaient complètement impuissants et pétrifiés. Pendant presque 2 minutes, ils regardaient leur ami dans la gueule du croco sans rien pouvoir faire. Mais ce qui est plus troublant, c'est que pendant tout ce temps, le croco, lui, les fixait en retour. Il avait un regard défiant, comme pour leur dire qu'ils étaient les prochains sur sa liste de bouffe. Il faut savoir que les crocodiles d'eau salée sont particulièrement agressifs et font partie des rares espèces qui n'hésitent pas à activement chasser les humains quand l'occasion se présente. Au bout d'un moment, le crocodile a fini par replonger dans l'eau noire de la rivière et a emporté à tout jamais Brett avec lui. À ce stade, Ashley et Sean étaient tellement secoués et leur adrénaline avait tellement piqué qu'ils ne pouvaient même pas pleurer leur pote ou même seulement être tristes pour lui. Leur cerveau a juste switché en mode survie, en mode fight or flight. Et dans cette situation, fight serait une très très mauvaise idée, soit dit en passant. Bref, sans rien se dire, ils se sont mis à grimper encore plus haut dans l'arbre. Mais ce n'était pas quelque chose de fou, quoi. Sean a fini sur une branche à environ 3 mètres de l'eau et Ashley dans une autre à 4 mètres et demi à peu près. Maintenant qu'ils étaient relativement safe, les événements ont commencé à processer dans leur tête et ils ont commencé à communiquer. Ils savaient que leur famille allait rapidement se rendre compte de leur absence et alerter les autorités. Mais le temps que les autorités les retrouvent pourrait aller de quelques heures à des jours. Du coup, le risque qu'ils s'endorment et qu'ils tombent de leur arbre dans l'eau, et donc dans la gueule du croco, est vraiment grand.
Alors qu'ils discutaient de ces possibilités et qu'ils essayaient tant bien que mal de se rassurer mutuellement, ils ont été surpris par le crocodile qui était juste au pied de leur arbre. Il était de retour, et cette fois, Brett n'était pas avec lui. Le crocodile n'arrêtait pas de tourner autour de l'arbre pour se repositionner, et à chaque mouvement qu'il faisait, ses yeux étaient bloqués sur Ashley et Sean qui le fixaient terrifiés. Le crocodile était là comme pour attendre qu'ils viennent dans l'eau. Il semblait leur dire « Je vous lâcherai pas. Tôt ou tard, vous finirez dans l'eau et à ce moment, je vous boufferai. » C'est vraiment, mais vraiment rien de dire que les deux ados étaient pétrifiés. Ils étaient carrément pris au piège. Plusieurs heures plus tard, alors que le soleil était sur le point de se coucher, le crocodile a encore une fois disparu sous les eaux sombres de la rivière. Du coup, Sean, qui ne voulait définitivement plus se trouver aussi proche de l'eau, a décidé de profiter de l'absence de leur prédateur pour grimper jusqu'à la branche d'Ashley. Donc, il s'est mis debout sur sa branche, il a attrapé la branche qui était juste au-dessus de lui, l'a testée pour voir sa solidité, puis s'est hissé de tout son poids sur elle pour attraper la branche suivante, quoi. Et juste au moment où il a fait ça, la branche a cassé et Sean a fait une chute de 3 mètres dans l'eau. Complètement paniqué, il remonte rapidement à la surface et se rend compte que le courant l'a éloigné de quelques mètres de son arbre. Il a alors commencé à nager aussi vite qu'il le pouvait pour rejoindre l'arbre. Le truc flippant ici est qu'il n'avait pas un autre choix que de nager vite pour se mettre en sécurité. Mais en même temps, tous ces mouvements frénétiques dans l'eau ont tendance à attirer les crocodiles comme des mouches vers le miel. Miraculeusement, il a réussi à rejoindre l'arbre et à y retourner. Ashley l'a ensuite aidé à la rejoindre sur sa branche. Une fois installés, et avec le peu de lumière de jour qui restait, ils ont vu le crocodile exactement là où Sean a émergé de l'eau. Il a nagé vers eux et a stagné juste en dessous de l'arbre. Genre, il s'en est vraiment fallu de peu pour que Sean finisse son souper, quoi. Environ 20 minutes plus tard, le soleil avait complètement disparu. Et vu que l'endroit était isolé, il n'y avait aucune pollution lumineuse et aucune source de lumière artificielle. Du coup, les deux ados étaient dans une noirceur oppressante et totale. D'un côté, ils ne pouvaient plus avoir un œil sur le crocodile, même s'ils savaient qu'il était toujours en dessous d'eux, car ils l'entendaient d'un moment à un autre se repositionner dans l'eau. Et d'un autre côté, ils ne pouvaient même plus se voir l'un l'autre. Donc, ils étaient obligés de s'accrocher l'un à l'autre et d'annoncer chaque mouvement qu'ils avaient l'intention de faire. Toute la première partie de leur soirée cauchemardesque s'est déroulée comme ça, dans un silence morbide, troublé de temps en temps par les bruits du crocodile dans l'eau. Mais les ados étaient loin d'être au bout de leur peine, puisque peu après minuit, un violent orage a éclaté et une pluie torrentielle s'est abattue sur la rivière. L'orage était tellement assourdissant qu'il a couvert les bruits du crocodile, mais à chaque fois qu'un éclair illuminait le ciel, Ashley et Sean regardaient en bas à la recherche du croco, qu'ils retrouvaient toujours au rendez-vous. Après plusieurs heures de pluie, Ashley et Sean étaient complètement frigorifiés, mais c'était le moindre de leurs problèmes, car maintenant, ils avaient une autre peur. Et leur peur était légitime. Ils avaient peur que le niveau d'eau ne soit suffisamment monté pour permettre aux crocodiles de les attraper par leurs jambes. Mais encore une fois, vu qu'il faisait complètement noir, ils n'étaient pas capables d'estimer le danger. Ils ont alors, par précaution, remonté leurs jambes autant que possible et se sont recroquevillés comme ils le pouvaient. Jusqu'au lever du soleil, ils sont restés comme ça, accrochés l'un à l'autre et à l'arbre, arbre qui se faisait balloter violemment par les vents. Aux premières lueurs du jour, ils ont regardé en bas et ils ont remarqué avec effroi que non seulement le crocodile était toujours là, mais qu'en plus, le niveau de l'eau a dangereusement augmenté. C'est-à-dire qu'il suffirait d'un autre orage pour permettre à ce monstre de les bouffer en casse-croûte. Alors que les deux étaient au bout du rouleau, ils ont entendu une voix. La voix d'un homme qui criait leur nom. Il était 10h30 du matin à ce moment-là. En fait, comme le trio n'était pas rentré chez eux pour 19h30 comme prévu, leurs amis sont allés les chercher et ont retrouvé leur camion abandonné aux abords des plaines salées.
Ils ont alors directement signalé leur disparition à la police, qui s'est mise à leur recherche dès l'aube le lendemain, puisque vu qu'il y avait un orage et qu'il faisait noir, c'était impossible de les rechercher le soir. La recherche a été difficile à cause du terrain accidenté, des inondations et des pluies de la veille. Mais vers 10h30, alors que Wayne Mitchell, un ami de la famille qui accompagnait la police, criait leur nom, il a entendu des cris lui répondre. Les policiers pouvaient entendre les ados mais ne pouvaient pas les voir. À la fois heureux et paniqué, Sean criait dans leur direction. Il essayait de leur raconter ce qui s'était passé et de les avertir de la présence d'un crocodile dans l'eau. Un crocodile qu'il était toujours capable de voir sous son arbre. La nouvelle de la découverte des deux ados a été reliée à la centrale et une équipe de sauvetage a été mobilisée. Je vous l'ai pas dit, mais la rivière Finis, en temps normal, ressemble plus à un genre de petit chenal d'environ 10 mètres de large. Mais ce petit chenal avait tellement débordé à cause des pluies et des inondations qu'elle faisait maintenant au moins 5 km de large, avec un niveau d'eau toujours en expansion. Il était clair pour les sauveteurs qu'il était impossible de demander aux deux ados de nager jusqu'à la terre ferme, et il était aussi impossible d'apporter un bateau parce que ça aurait pris trop de temps et c'était un gros risque vu la météo et surtout vu l'état de Ashley et Sean qui étaient en détresse et en hypothermie. L'entreprise Bristow Helicopter a été appelée pour ce sauvetage. À la base, elle s'occupe du transport des équipes de travail vers les plateformes pétrolières, mais elle est également déployée pour les sauvetages. Du coup, elle a envoyé un hélico de 15 places et un équipage de 6 personnes. L'hélicoptère a décollé alors que la brume s'intensifiait et que la bruine descendait, rendant la visibilité plus que merdique. Une fois arrivés au-dessus de l'arbre, ils ont vu Ashley et Sean perchés à son sommet. Mais quand ils ont amorcé la descente, l'air insufflé par les pales des hélices qui tournaient à 200 km/h a fait bouger l'arbre tellement violemment que l'une de ses branches s'est brisée et a fini dans l'eau. Voyant ça, le pilote a tout de suite abandonné l'idée et l'hélicoptère s'est éloigné de l'arbre, laissant un Sean et une Ashley désespérés. Leur seule et unique chance de sauvetage allait se faire via un canoë gonflable. Eh oui, il y avait un genre d'île au milieu de la rivière à environ 100 mètres de l'arbre. 2 sauveteurs ont été déposés sur l'île pour gonfler le canoë. Ensuite, ils ont embarqué à bord et ont commencé à pagayer énergiquement à contre-courant. Un courant qui, je le rappelle, était particulièrement intense et qui les empêchait d'avancer. Du coup, l'hélicoptère s'est positionné de sorte à créer un courant de surface les aidant à aller dans la bonne direction. McPhee, l'un des 2 sauveteurs, a dit qu'à ce moment-là, ils étaient parfaitement conscients que leur canoë ne résisterait pas à une attaque de crocodile. Mais ils avaient quand même bon espoir que les bruits de l'hélicoptère l'ont fait fuir. Une fois arrivés sous l'arbre, ils ont demandé à Sean et à Ashley de sauter dans le bateau à tour de rôle. Les 2 ados traumatisés de leur expérience ont d'abord hésité, mais après avoir évalué leur situation, ils ont fini par sauter. Les sauveteurs ont ensuite dû doubler d'efforts pour ramer vers l'île vu que l'embarcation était alourdie. Vers 15h, Sean et Ashley ont été amenés à l'hôpital de Darwin. Physiquement, ils allaient bien compte tenu de la situation, mais mentalement, ils étaient choqués et bouleversés de la perte de Brett. Pendant plusieurs jours, les sauveteurs sont retournés à la rivière dans une tentative futile de traquer le crocodile et de récupérer le corps de Brett. Mais les pluies persistantes qui ont succédé au cyclone Debbie ont fait augmenter encore plus le niveau de la rivière, qui était devenu en plus impraticable à cause des débris des arbres brisés. Du coup, les fouilles à terre n'ont commencé qu'une fois le temps calmé. Mais malgré tous ces efforts, ni le crocodile, ni le corps de Brett n'ont jamais été retrouvés. Malheureusement, Sean Blowers, Ashley McGough et Brett Mann se sont juste trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et Brett l'a payé de sa vie. Il y a eu 2 autres attaques mortelles de crocodiles dans les top end après cet incident. Dans la première, la victime faisait de la plongée en apnée dans la mer, et dans la deuxième, une fillette de 8 ans qui se tenait au bord de la rivière Blythe a été attrapée et tuée par un crocodile. Sean et Ashley vivent toujours à Darwin. Sean travaille pour l'entreprise de sa famille et l'un de ses jobs est de nettoyer les piscines. Avant d'arriver chez ses clients, il leur demande de s'assurer que leur jouet gonflable en forme de crocodile soit rangé hors de sa vue. Oui, il a juste développé une phobie intense des crocodiles
et je pense qu'on le comprend tous. Quant à Ashley, elle aura mis plus de temps à se remettre et elle serait toujours très affectée par les incidents de Phineas River. Chaque année, la famille de Brett, Ashley, Sean et leurs amis se réunissent à l'endroit où celui-ci est mort pour lui rendre hommage. Honnêtement, c'est une histoire qui m'a à la fois attristée et fait flipper. Comme quoi, même si tu connais un endroit très bien, tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Comme je vous ai dit, cet incident a inspiré au moins 2 films à succès. Si vous ne les connaissez pas et que vous voulez les regarder, c'est le premier, je pense, c'est Blackwater et l'autre, c'est Rogue. Après, il y a un autre film Rogue, donc juste faites attention à l'affiche, il faut qu'il y ait un crocodile dans l'affiche. Parce qu'il y a un autre Rogue, je pense, un film d'action. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous connaissez cette histoire ou pas. Et pour finir sur une note moins sombre, je vais vous raconter mon thread personnel de la semaine. Bon alors, il y a quelques jours, mais vraiment genre quelques jours, je rentrais du travail et sur le chemin j'ai eu une petite envie de salé, alors je me suis arrêtée à une épicerie pour acheter 2-3 trucs. Comme j'avais mon sac à dos et que j'étais fatiguée, j'ai décidé de juste prendre mon portefeuille, histoire de pas avoir un poids sur le dos. Genre, je laissais mon sac à dos dans la voiture et je prenais juste mon portefeuille, quoi. Bref, je rentre, je fais mes courses et j'arrive les mains pleines à la caisse. Oui, j'avais pas pris de caddie parce que j'avais pas prévu d'acheter plus que 2 trucs, mais bon. J'arrive donc à la caisse, je m'apprête à payer, mais je m'aperçois que j'avais pas mon portefeuille. Je commence à paniquer direct parce que moi, j'ai cette fâcheuse tendance de déposer un truc que j'ai dans les mains n'importe où sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que quand je suis dans un magasin, je vais comme déposer ce que j'ai dans les mains pour aller regarder autre chose, pour vérifier, ou quand j'ai à payer un truc, je vais déposer mon portefeuille ou mon téléphone pour payer, puis je vais oublier de le récupérer. C'est un petit peu ça. Donc du coup c'est ça, je m'étais dit que je l'avais sûrement déposé sur une étagère quelque part dans l'épicerie. Mais malgré ma panique interne, je gardais la face. Donc j'ai juste demandé à la caissière si je pouvais laisser mes petites emplettes de côté parce que j'avais oublié quelque chose et elle a accepté. À cette étape, mes affaires étaient déjà sur le tapis de caisse, alors elle les a juste tassées de côté et moi je suis repartie dans le magasin. J'ai refait exactement le même chemin, mais aucune trace de mon portefeuille. J'ai rapidement bloqué ma carte de crédit et je suis retournée à ma voiture pour revérifier. J'ai quasiment vidé mon sac à dos à l'arrière de la voiture comme si je cherchais un vis et pas un portefeuille. Mais vous l'aurez deviné, toujours rien. Là, ma panique était déjà montée d'un cran. Et je re-rentre dans le magasin, fais un autre tour en vérifiant dans tous les rayons où je suis passée et en pensant dans ma tête à tout ce que je devais faire pour renouveler mes papiers, genre carte de crédit, carte débit, mon permis, mes assurances, ma carte étudiant et j'en passe. J'avais toute ma vie dans ce foutu portefeuille, quoi. J'ai évidemment rien trouvé dans le magasin. Alors, je suis ressortie à ma voiture pour encore checker, genre, peut-être que je n'ai pas assez farfouillé dans mon sac, mais bien sûr, c'était négatif, il y avait toujours rien. Ma dernière lueur d'espoir, mais je me mentais à moi-même, et que je n'avais pas du tout pris mon portefeuille le matin en sortant. Alors j'ai appelé chez nous et je demandais s'il était dans mon autre sac, mais il n'y était pas. Là, il fallait juste que j'accepte la dure réalité que j'avais perdu mon portefeuille et que j'aille demander à un responsable de l'épicerie de m'aider à le chercher. Ah oui, et j'ai oublié. Entre-temps, quand je passais à côté de la caisse, la caissière me demandait si j'avais trouvé ce que je cherchais et à chaque fois je lui disais juste « Non, pas encore ». J'espère juste que dans ma panique, je n'étais pas assez impolie et si je l'étais, je m'excuse vraiment, mais de tout mon cœur, c'était pas voulu. Bref, je rentre dans l'épicerie, je vais à la première caisse que je croise et je leur dis que j'ai perdu mon portefeuille dans les rayons et que j'aurais besoin probablement d'aide pour le retrouver. La jeune fille a alors commencé par chercher dans les objets perdus, mais elle n'a pas trouvé. Puis elle m'a regardé et m'a demandé, en fait, ton portefeuille il ressemble à quoi? Là, je lui ai décrit, et là, elle me regarde et me dit, mais est-ce que c'est toi qui as laissé tes affaires à la caisse tantôt? Je fais oui, et elle me dit, mais en fait, tu l'as laissé avec tes courses. Il est à la caisse avec tes courses. Donc voilà, je vous laisse imaginer ma tête à ce moment.
Genre, j'avais envie de l'embrasser tellement j'étais heureuse, mais en même temps, je riais de soulagement, mais surtout de ma connerie, quoi. Qui d'autre que moi aurait laissé son portefeuille pour aller le chercher partout comme une folle? Pour ma défense, je ne l'avais vraiment pas vu avec mes courses à la caisse. Genre, mon cerveau l'a juste pris pour une boîte de barres de céréales, je pense. Voilà, c'était mon petit Fred horreur personnel. Dites-moi si vous est arrivé des trucs comme ça ou vous vous êtes fait peur tout seul ou bien je suis la seule à vivre des trucs pareils. Parce que il m'en arrive des trucs comme ça, hein. Genre je peux quasiment vous faire une vidéo entière rien qu'avec mes aventures bizarres. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir vos commentaires comme à l'habitude. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine. Amusez-vous bien, souriez et surtout, restez safe. Ciao!